Cette semaine, 2 personnes arborant les couleurs de l'Ukraine ont escaladé la tour Montparnasse, dans la lignée de nombreux parcoureurs qui l'ont fait avant eux, dans la lignée aussi du fameux Spider-Man français. Et justement, j'ai l'impression que la tour Montparnasse se fait plus grimper dessus que Tante May dans ses années folles. Elle aussi, à ce qui paraît, elle était infernale. Ah bon, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 339e JT Comics. Marvel lance un programme de partenariat nutritionnel avec des recettes inspirées de ses principaux super-héros et j'étais ravi d'apprendre grâce au Green Smash Smoothie que Hulk avait la rondelle couleur ananas. Allez, sans plus attendre, il est temps pour nous de déguster les news de la semaine. Bébé Damian. C'est la news insolite de la semaine, mais vous le savez, l'auteur Grant Morrison possède son Substack, la plateforme de newsletter où il y discute évidemment de comics, et là, il revient sur une des révolutions, une des nombreuses qu'il a apportées au personnage de Batman, à savoir son fils Damian Wayne. Alors, un petit peu de remise en contexte, il y avait eu un graphic novel qui était hors continuité, qui était sorti, qui s'appelait Le Fils du Démon, dans lequel Batman et Talia al Ghul jouaient à touche pipistrelle. Et ils avaient l'air de savoir absolument ce qu'ils faisaient, puisque je ne peux pas croire que Bruce Wayne, le plus grand détective au monde, celui qui passe sa vie à cacher son identité sous un masque, n'en mette pas un sur sa teub s'il veut simplement prendre du plaisir, pour une fois, pour une nuit, à claquer autre chose que des criminels de Gotham. Donc c'est consenti. Bon, apparemment elle perd le bébé, Bruce Wayne est complètement dévasté, il sait qu'il va devoir en adopter 3 rien que pour combler sa peine, sauf que 9 mois plus tard, quand il revient à sa vie beaucoup plus officielle à Gotham City, est déposé sur le pas de sa porte directement un bébé, ce qui est un fantasme pour un Bruce Wayne. Heureusement que c'est pas Colissimo qui l'a livré, sinon il serait arrivé cabossé avec un petit peu de retard à la puberté, tout simplement. Vous comprenez donc pourquoi c'est resté un récit hors continuité, sinon il aurait passé sa vie à pouponner, mais c'est Grant Morrison qui le récupère, s'en empare et l'intègre à la continuité principale quand Batman découvre en réalité qu'il a un fils, et qu'il lui arrive d'ailleurs un petit peu pas à la puberté, mais juste un petit peu avant. Moi j'adore ce petit bout de chaos qu'est Damian Wayne, je vous conseille vraiment de lire le run de Morrison sur Batman, au moins le début, puisque en plus il forme l'un des meilleurs duos Batman et Robin avec Dick Grayson sous la cape du Chevalier Noir, sauf que pour justifier le fait que Batman ne savait pas qu'il avait un fils, il disait toujours qu'il avait été drogué par Talia al Ghul et que bon, c'était dans le cadre d'une expérience d'eugénique, il s'est fait eugéniquer sans gêne. Et là, 15 ans plus tard, sans qu'on en ait vraiment besoin au final, Momo nous apprend que le rapport qui a engendré Damian Wayne était complètement consenti des deux côtés et que si Batman le nie, c'est pour la blague, c'est un running gag et qu'il a fait en sorte que ça soit très clair dans l'intégralité de son run. Bientôt, on va apprendre qu'en fait, Bane, c'était juste un ostéo qui s'est loupé avec Batman mais qui ne lui voulait absolument aucun mal. Mais le mieux, c'est qu'il admet quand même que Talia al Ghul l'aurait un petit peu drogué avec un cocktail MDMA et Viagra, ce qui donne un tout autre sens à la tour Wayne. Chamboule tout. The Batman toujours et encore, je vous en fais une petite review, mon avis, je l'ai enfin vu à la fin de ce JT, mais avant tout parlons quand même de ce film exceptionnel, tellement que vous le savez, quand il se passe des trucs dans la salle avec les films un petit peu exceptionnels, et là c'est un type qui a mené carrément une chauve-souris et qui l'a lâché dans la salle en pleine projection, le genre de type à balancer des glaçons sur tout le monde s'il va voir Titanic, il est en 4DX total, je veux absolument pas savoir ce qu'il balance s'il va dans un cinéma porno, c'est beaucoup trop sale, et bon... La sortie de Batman, un film d'ici, ça a ravivé un petit peu de la baston. Déjà sur Twitter, où tout le monde s'amuse à classer les acteurs, les films de Batman comme on pouvait s'y attendre. Je me dis que ça serait marrant que les fans de comics s'y mettent avec les milliers de comics Batman. Il y aurait 50 000 tweets, ça ressemblerait au tableau d'Albert Einstein, mais pourquoi pas. Le truc à la mode, c'est la rivalité Marvel d'ici, et Matt Reeves a été très très classe dans une interview chez Variety. Il chie un petit peu sur Marvel, mais ça donne l'impression qu'il met du Nutella sur une tartine de pain. Il dit qu'il a un immense respect pour Kevin Feige, mais que lui, il a peur d'arriver dans quelque chose qui est déjà construit, qui est un petit peu rigide et qu'il n'aurait pas la place, la liberté nécessaire pour faire un bon travail et que Marvel ne serait au final pas content de lui. Ça, c'est l'équivalent du je suis pas sûr de pouvoir te satisfaire après un date Tinder que tu veux un petit peu comme Y le dernier homme, sans suite. Plus intéressant encore, Pattinson a dévoilé dans une vidéo rigolote, toujours chez Variety, qu'il allait beaucoup sur les forums parce que c'était souvent très instructif entre les théories ou les explications de personnages. Il avait appris beaucoup de choses sur Batman. On sait qu'il lit des comics aussi, c'est là qu'on a vu que Paul Dano n'en lisait pas, puisque quand quelqu'un soumet l'hypothèse que Pattinson joue en réalité Thomas Wayne qui aurait perdu son fils dans la fameuse allée et qui serait lui-même devenu Batman, les yeux de l'acteur s'éclairent et dit mais ça serait génial, un film sur le multiverse où les deux Batman finiraient par se rencontrer, faut l'écrire, sauf que t'inquiète pas Polo, il y a toujours quelqu'un de plus cocaïné que toi chez DC Comics, ça a déjà été écrit, c'est le Batman de la Terre 2. Et niveau conflit, Pattinson avoue que des fois quand il y a certains haters qui
vont trop loin selon lui, il leur répond en scred, en match Malone. Et puis Warner chamboule tout, puisque la nouvelle surprenante c'est qu'il était convenu que 2 séries jailliraient de ce film avant même qu'il ne sorte. La première sur l'ascension au pouvoir du pingouin, celle-là elle est maintenue. La deuxième sur la police de Gotham City, ça sentait bon le Gotham Central par Brubaker, par Roca, moi j'en triple demi-monnaie d'avance. Et puis on a appris cette semaine que ça s'était transformé en série d'horreur sur l'asile d'Arkham. C'est 2 salles, 2 ambiances, c'est un petit peu comme si DSK arrive au bordel de Dodo la Saumur et qu'on lui annonce que ce soir c'est réunion de travail sur les risques systémiques bancaires en Europe. Forcément t'es un petit peu moins chaud. En tout cas tu comprends que cet univers naissant va se dilater comme un col à 10, ne serait-ce que dans le film où on entend parler de certaines autres villes mythiques de DC Comics, des suites potentielles. Pattinson évoque d'ailleurs ensuite la cour des hiboux, mais ça reste peut-être sur le ton de la blague parce que je les vois pas du tout s'intégrer dans cet univers ultra réaliste, mais pourquoi pas après tout. On entend parler de Hush, ça j'y crois beaucoup plus, de Double Face, certains sont allés voir un site promotionnel de la Warner, il y avait des adresses IP comme si c'était l'homme mystère qui correspondent au numéro d'un comic book dans lequel Double Face s'évade de l'asile d'Arkham. On en reparle de ce Batman à la fin du JT pour un avis, et quoi qu'il en soit, avec déjà plus de 250 millions de recettes engrangées en même pas une semaine d'exploitation, on n'en a pas fini de voir le Pattinson. La griffe. Tiens, nous avons fêté les 5 ans d'un excellent film de super-héros, Logan, et c'est l'occasion de raconter une petite anecdote, mettre en parallèle sur Wolverine, justement, qui à la base n'était vraiment pas conçu par Marvel Comics comme un Hugh Jackman, puisqu'il n'était pas séduisant, comme un jeune, bien que Len Wein, le co-créateur, voulait en faire un adolescent, non, c'est très vite devenu, au contraire, un vieillard. Il n'était pas du tout conçu comme un grand, au contraire, il faisait 1m59, bref, il a été intégré dans la nouvelle équipe de X-Men, mais il ne savait tellement pas quoi faire de ce personnage un petit peu plus emmerdant qu'autre chose, qu'ils l'ont fait amnésique, au moins ils n'avaient même pas à lui trouver un passé, un background. Et le co-créateur du personnage pour la série The Incredible Hulk, Roy Thomas, déclare qu'il ne savait même pas que ça serait un mutant à la base, il n'envisageait pas comme ça. Lui, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il savait, c'est qu'il allait être canadien. Et puis après, grâce à Chris Claremont, grâce à Frank Miller, qui l'ont lancé sur des rails solides avec sa première mini-série, c'est devenu l'un des mutants les plus populaires de l'histoire. Eh bien, devinez quelle a été la demande de la Fox pour X-Men 1, non pas que le réalisateur arrête de violer des mineurs, Hollywood, violer des mineurs, c'est comme prendre de la vitamine C pour certains. Non, c'était de savoir si on pouvait pas s'arranger pour que le personnage devienne américain. Il a fallu beaucoup de courage au scénariste David Hayters, canadien, pour dire non, alors qu'il n'avait pas trop de pouvoir à l'époque, et dire que les gens savent que le personnage est canadien et que le studio allait se faire tuer s'il modifiait ça. Et c'est passé, ce qui mérite quand même une petite golden shower au sirop d'érable, cette affaire, et ce qui prouve aussi à quel point les studios s'en battent les couilles des racines profondes des personnages, puisque c'était quand même le seul truc dont on était sûr à sa création. Ils l'ont quand même assez modifié comme ça, Wolverine, et tant mieux à la limite. Et même si sa nationalité n'est pas vraiment une composante essentielle de son personnage, eh bien c'est quand même ce qui permet d'en faire un marginal parmi les marginaux. Barbare. C'est la polémique de la semaine, elle a lieu dans le King Conan numéro 3 de Jason Aaron, de l'excellent Mahmoud Asrar, un cassage de rétine direct, mais on y retrouve un personnage nommé Matoaka, qui est le véritable nom de Pocahontas, dont la légende a entièrement été réécrite et très embellie par Walt Disney. Elle n'a jamais été amoureuse ou mariée à John Smith. En revanche, quand elle avait 14-15 ans, elle a été enlevée par des colons anglais, elle a été violée par un ou plusieurs hommes, elle est tombée enceinte d'ailleurs de son viol. Son mari à la tribu a été exterminé, son précédent enfant s'est retrouvé orphelin, elle a été mariée avec un fabricant de tabac pour faciliter les relations entre les autochtones américains et puis les pires migrants qui soient. Elle a été assassinée, on dit, en Angleterre dans le cadre d'un voyage pour une levée de fonds auprès des élites anglaises qui dénigraient, qui méprisaient le traitement réservé aux premiers habitants d'Amérique. Elle est sortie de table, elle a vomi, et puis elle est morte. Certains disent qu'elle a été empoisonnée, moi je dis peut-être qu'elle a tout simplement goûté pour la première fois de sa vie à la cuisine anglaise. Donc Jason Aaron se fait tomber dessus quand il récupère le nom de ce personnage, qu'il invoque en plus son histoire réécrite. Il présente ses excuses, il dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était mal, et puis bon, il le fait à l'américaine, à savoir qu'il dit qu'il a reversé l'intégralité de son salaire pour ce chapitre à un fonds de soutien aux femmes autochtones. Le nom sera modifié dans les futures réimpressions du bouquin en numérique. Ils n'ont pas dit ce que ça serait, mais vu que ce personnage est millénaire, et vu sa tenue, on pourrait peut-être l'appeler grand-mère et feuillage, mais ça serait peut-être vu comme de la provocation. Du coup on va partir sur Marlène Chapeau, c'est pour moi.
La source pure. Dans l'actu purement comics, alors que le nouveau Punisher fait ses débuts, un nouveau look pour une nouvelle vie, il me tarde absolument de lire ça parce que quels que soient les motifs de ce changement, il faut avouer qu'un Punisher à la tête d'une organisation d'assassins, ça reste quand même un putain de concept, et un qui s'en tamponne complètement le coquillard, hein, un pour qui le Punisher est resté le vétéran de la guerre du Vietnam qu'il a toujours été, c'est Garth Ennis qui a largement contribué à définir le personnage, hein, avec le Punisher Max, un Max pour un maximum de plaisir. Et bien il dit qu'il a encore une histoire en réserve, on savait qu'il cuisinait des choses. Il va faire un Get Fury qui est Nick Fury au Vietnam, mais entre le Get Fury et le Punisher Born, qui est une des histoires d'origine du Punisher les plus fameuses, les plus célèbres, et bien il y aura une histoire du Punisher sur son rapport peut-être un petit peu plus complexe que ce que l'on croit à la guerre, au combat, à la bagarre. C'est un achat immédiat, hein. Et puis pour ceux qui aiment bien les coulisses de l'industrie des comics, et bien sachez que Monsieur Dave Gibbons, l'artiste qui a collaboré avec les plus grands, va sortir une autobiographie anecdotique en plus de 300 pages où il va raconter Frank Miller, Len Wein, Alan Moore avec qui il a fait un one-shot très célèbre de Superman et puis avec qui il a fait Watchmen, hein, qui est tout simplement réédité juste 576 fois par Urban Comics depuis. Il promet justement d'en dire plus que ce qu'il n'en a jamais dit sur l'arrêt de sa relation de travail, sa relation peut-être aussi amicale avec le sorcier de Northampton, sachant quand même que le sorcier Alan Moore, hein, il lui a légué toutes les royalties au moins sur le film Watchmen, donc ça c'est quand même le genre de cadeau qu'on te fait pas deux fois dans une vie. Ça aussi ça part sur un achat direct, hein. Et puis en parlant de Watchmen, justement DC continue de venir déterrer le cadavre scénaristique, hein, du Watchmen d'Alan Moore. On est vraiment entre un mix de nécrophilie et de recyclage, hein, alors que l'œuvre vit très bien dans l'au-delà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, mais on sait que Geoff Johns, hein, c'est lui, hein, le croque-mort principal, hein, il arrive à ton enterrement avec des fleurs dans la main droite, hein, et puis il a une pelle cachée, je vous dis pas où, mais quelque part. C'est pour après, hein, et donc dans son Flashpoint Beyond, il va ramener deux personnages qu'il avait créés pour la suite officieuse de Watchmen, hein, à savoir Doomsday Clock, le mime et la marionnette, hein, donc même si ce sont des créations à lui, on sait très bien qu'ils sont dans l'univers de Watchmen, donc on voit où il va en venir. Et puis Marvel prépare les 60 ans de son araignée fétiche qui va être reprise en main par Zeb Wells et John Romita Jr. et c'est Ed McGuinness qui va se charger d'un numéro record, le 900. On nous promet évidemment une dinguerie, hein, comme à chaque fois sur la toile, et on en jugera sur pièce. Lisez, je suis enfin allé voir The Batman et il faudra peut-être que j'aille le revoir pour me refaire. J'ai envie de le revoir, hein, parce que je suis sorti avec une autre impression qui a évolué depuis. Je suis sorti avec une impression un petit peu de fade, à savoir que j'avais vu un très bon film avec des bons acteurs, de belles images, une belle proposition, mais au final, au fond, dans le scénario, du déjà vu, enfin rien qui n'ait pas déjà été fait, bon évidemment dans les comics, mais bon, pourquoi pas, et aussi même qui n'ait pas été proposé dans les itérations précédentes du Chevalier Noir. C'est aussi ça peut-être de vouloir faire un film le plus terre à terre possible et en même temps de vouloir être le plus tout public possible, hein. Moi ça m'a manqué peut-être d'un petit peu de sens, tu veux faire du Fincher, vas-y jusqu'au bout, mais après j'ai quand même réfléchi et j'ai un très bon souvenir au final. Je me suis dit on a enfin un vrai Batman Begins, parce que c'est un Bruce Wayne jeune, très inexpérimenté, parfois même un petit peu concon, hein, quand il vient s'approcher d'un collier d'explosifs, même dans Saw, ils le font pas, mais c'est bien, hein, ça vient placer le curseur du détective au-dessus du curseur du super-héros pour une bonne partie du film, et ça c'est bien, hein, c'est rarement vu, ça permet de venir exploiter l'aspect néo-noir qui est inhérent aux comics de Batman et qu'on n'avait jamais vu depuis. Ça permet aussi de venir explorer une Gotham City qui a jamais été aussi immersive depuis un bon moment, peut-être même depuis Burton, pour moi en tout cas. J'ai eu très peur sur la mort des parents de Bruce Wayne, mais ils parviennent à tangenter, à venir chercher des réponses, et c'est normal puisque ça vient pas de se passer, mais il est dans ses premières années d'exercice, donc il se pose encore beaucoup de questions, et puis ça doit être tellement traumatisant qu'on y pense tous les jours, et donc ils parviennent quand même à nous laisser sur notre faim, et ça c'est très très bien. Puis les relations entre les protagonistes, quoi, le Bruce Wayne paumé qui est excellemment bien joué par Pattinson, la relation avec la police de Gotham City, le Riddler, Paul Dano qui est exceptionnel, Catwoman qui vole la vedette, hein, fouette-moi, même le petit ressort comics du pingouin, hein, ça c'était pas mal du tout d'ailleurs, hein, Selina, Edward et Bruce, trois orphelins qui prouvent, hein, ce que disait Alan Moore à la fin, dans le Killing Joke, à savoir qu'il suffit d'une seule mauvaise journée, d'une seule sale journée pour que tout vire, hein, sauf peut-être quand tu as un Alfred et un livret A complètement blindé. Forcément ça change un petit peu les choses, hein, et puis bon
cette scène hein, sur la réflexion, sur la vengeance qui se mue en espoir à travers le sacrifice, cette scène du flambeau qui me reste pas mal dans la tête et qui est peut-être vraiment l'une des plus intéressantes au final. Ça vient donner une autre vision hein, de l'excellent Batfleck qui lui était en bout de course et qui avait perdu tout espoir au point de venir commencer à marquer au batarang rouge ses ennemis. Donc en fait je pense que ça pose vraiment les bases d'un univers solide pour le futur de Batman. Il me tarde de voir vraiment la suite. Ça vient adapter juste ce qu'il faut du matériau source, à savoir les comics, et on retrouve, on dit beaucoup du Halloween et pourquoi pas, mais moi j'ai surtout retrouvé, bon No Man's Land c'est clair et net, mais même du White Knight qui a été peu cité mais c'est là, hein. Et en même temps ça vient se le réapproprier avec la patte de Matt Reeves et ça j'ai trouvé ça vraiment cool, donc il me tarde de le revoir pour voir si jamais ça se confirme. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Hein, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir hein, dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Hein, à réagir aussi sur les réseaux sociaux, c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Je vous fais d'immenses bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Je suis à Gotham City, ça fait 2 heures que j'essaie de déchiffrer cette énigme de l'homme mystère et je galère. Je vois pas ce que c'est. C'est un visage... que Batman qui pourrait faire quelque chose.